Et bonsoir à tous et bienvenue pour cette revue de presse de fin de semaine. Aujourd'hui dans l'actualité, ah là là, on a des sujets de Discord, ça va fuser dans tous les sens. 300 € pour ne pas se faire vacciner, le business des faux passes sanitaires. On va voir un peu comment s'est organisé ce business virtuel. Nous enchaînerons ensuite avec Yuka, l'application condamnée à payer 20 000 € au lobby de la charcuterie. Encore un sujet de Discord, mais ne vous en faites pas. Nous terminons sur un sujet beaucoup plus soft qui est, hop, je vais remonter, Valve dévoile Steam Deck, une console portable aux caractéristiques renversantes. Est-ce le futur des consoles portables ou est-ce juste un coup marketing qui va encore couler comme l'a été bon nombre de consoles portables malheureusement. Nous verrons ça ensemble et chacun se fera son avis. Nous démarrons donc cette revue de presse de fin de semaine avec cet article de CNET très intéressant. 300 € pour ne pas se faire vacciner, le business des faux passes sanitaires. Alors que le pass sanitaire sera indispensable cet été pour accéder à des lieux de loisirs et de culture, ainsi que pour aller au restaurant ou prendre le TGV, certains tentent de faire l'impasse sur le vaccin. Sur les réseaux sociaux et le dark web, les annonces pour de faux passes sanitaires se multiplient. Pour quelques centaines d'euros, des escrocs vous proposent d'acheter de faux certificats de vaccination. Qui se cache derrière ces pratiques? Voici l'article. Pour se rendre dans un parc d'attractions en famille, assister à un concert ou un festival de musique, aller au cinéma ou au théâtre, il faudra ainsi dès le 21 juillet prochain présenter un certificat de vaccination ou un test PCR négatif. Un sacré dilemme pour tous ceux qui ont peur, à tort ou à raison, du vaccin et de ses effets secondaires, comme pour ceux qui refusent par principe le pass sanitaire au nom de leur liberté individuelle, mais qui sont bien décidés à profiter malgré tout de leurs vacances. Certains n'ont pas attendu ces annonces pour faire l'impasse sur l'injection en fraudant. Il y a ceux qui ont dès janvier 2021 bidouillé de fausses attestations de tests PCR négatifs ou qui s'en sont procurés en ligne afin de voyager à l'étranger. En mars dernier, France 3 se faisait ainsi l'écho d'un trafic de fausses attestations vendues en ligne entre 30 et 80 €. Je vous passe la petite interview qui concerne le dealer qui explique qu'il faut juste photoshopper des tests PCR en changeant le nom et le prénom. En vrai, payez 30 à 80 € pour ça. Vous avez de très bons tutos photo, même pas Photoshop, photo filtre en ligne pour falsifier des documents. Donc en vrai, payer 30-80 € pour ça, c'est quand même dommage. Un trafic en pleine expansion. Ce trafic concerne évidemment l'Hexagone, mais aussi de nombreux autres pays partout dans le monde. En octobre 2020, Checkpoint dénombrait une douzaine de vendeurs, en décembre plusieurs centaines, et en mai dernier, elle comptait plus de 1200 vendeurs français, mais aussi anglais, espagnols, allemands, russes et américains. Ils ont d'abord opéré sur le dark web, réseau parallèle assurant l'anonymat, mais assez complexe pour les internautes lambda. Puis, à partir d'avril 2021, ils se sont aussi implantés sur Snapchat et ses messages éphémères, Facebook et Twitter, ainsi que sur les applis bien évidemment cryptées comme Signal et Telegram. Une arnaque dans 90% des cas apparemment, entre 150 et 300 € pour un faux certificat de vaccin, avec le risque de se faire tout bonnement arnaquer, payable en Bitcoin sur le dark web, envoyé aux acheteurs par email. Les faux certificats de vaccination fonctionnent bien quand il ne s'agit que d'un texte où il est possible de changer le nom, le prénom et les dates d'injection. Et ce qui va poser problème, c'est le QR code, ce fameux QR code. Est-ce qu'on peut le falsifier? Eh bien, l'article répond plus ou moins à la question. En effet, le QR code du certificat Covid numérique de l'UE, qui fait office de standard, porte une signature numérique. Lors de la vérification du certificat, le code est scanné et la signature vérifiée. Chaque organisme de délivrance, hôpital, centre de test, autorité sanitaire dispose de sa propre clé de signature numérique. Ce système rend quasiment impossible toute falsification du QR code et donc du document. Pour les gens qui souhaiteraient, contourner les nouvelles réglementations en falsifiant leurs documents, plus c'est simple, plus il y a de chances que ce soit une arnaque. Et ça, c'est vrai pour ces faux certificats, mais c'est vrai pour tout dans la vie, de manière générale, je pense. 2 à 3 millions de clients potentiels. Reste à savoir dans les mois qui viendront si les petits business actuels resteront tels quels ou s'ils se démultiplieront face à la quasi-obligation de se faire vacciner. Une chose est sûre, en tout cas,
juste après le discours d'Emmanuel Macron, les recherches Google des termes faux vaccin et faux pass sanitaire ont connu un pic, exactement comme le trafic du site Doctolib. Voilà un article vraiment super intéressant que j'ai essayé tant bien que mal de vous résumer parce que sinon j'y passerai vraiment des heures. Je vous invite vraiment à le lire, c'est passionnant de voir tout ce réseau un peu clandestin qui se crée un peu. Et il y a énormément d'arnaques, hein, il faut vraiment pas être naïf à ce point-là, je vous en supplie. Il y a vraiment énormément d'arnaques et ce n'est pas une surprise. Dans tout réseau un peu clandestin, il y a forcément de défauts, mais tout ce qui s'organise dans les tréfonds du web, c'est vraiment passionnant. Nous passons au second sujet un peu touchy. Yuka, l'application condamnée à payer 20 000 € au lobby de la charcuterie. Attaquée par les associations de charcutiers traiteurs, l'application Yuka qui permet de scanner vos aliments pour en connaître les valeurs nutritionnelles va devoir s'acquitter d'une lourde amende. La justice a finalement donné raison aux charcutiers. Lancée en 2017, l'application Yuka repose sur un principe simple. En scannant le code barre d'un produit, les utilisateurs accèdent à une flopée d'informations nutritionnelles allant du taux de sel à l'éventuelle présence d'ingrédients chimiques et de perturbateurs endocriniens. Oui mais voilà, l'idée a beau être pratique pour les consommateurs, elle ne plaît bien évidemment pas du tout à certains lobbies agroalimentaires. Les nitrites de la discorde, si Yuka ne fait pas l'unanimité chez les industriels, l'application est notamment attaquée par les charcutiers. La FICT, Fédération Française des Industriels Charcutiers Traiteurs, accuse ainsi la start-up de, je cite, mal noter les nitrites présents dans la plupart de leurs produits, faisant ainsi baisser leur score final. Mais du coup, les nitrites, qu'est-ce que c'est ? Principalement présents dans la charcuterie, les nitrites sont utilisés comme additifs. Ils permettent notamment de mieux conserver la viande, d'accélérer le séchage et d'éviter la prolifération de certaines bactéries comme celles responsables du botulisme. Leur présence assure aussi au jambon sa couleur rose, pas vraiment naturelle mais perçue comme plus appétissante. Et oui, normalement le jambon c'est blanc. Alors qu'ils sont pointés du doigt depuis plusieurs années, on estime aujourd'hui que l'action antibactérienne des nitrites dans la viande n'a plus aucun rôle et qu'au contraire, l'ingestion de ces additifs favoriserait le risque de certains cancers. En janvier dernier, un rapport parlementaire évoquait officiellement le caractère cancérigène de la charcuterie. L'OMS a aussi classé dès 2010 les nitrites et nitrates ingérés comme cancérigènes probables catégorie 2A. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé avait même désigné la charcuterie comme cancérigène de catégorie 1. Le verdict est donc tombé pour ces actes de dénigrement et ces pratiques commerciales déloyales trompeuses. Yuka devra donc déverser 20 000 € à la FICT au titre de dommages et intérêts. L'application devra aussi supprimer les mentions indiquant que l'additif serait cancérigène et qu'il favoriserait l'apparition de maladies sanguines. Toutefois, tout n'est pas perdu pour Yuka. L'entreprise a déjà annoncé qu'elle allait faire appel et elle a aussi obtenu raison sur un point clé du procès. Malgré les demandes de la FICT, elle n'aura pas à changer son système de notation. Donc si je comprends bien, Yuka va faire appel pour voir s'ils peuvent changer le procès. Et même s'ils doivent enlever le fait que l'additif est cancérigène, là par exemple on voit sur cette image le bon Paris l'étouffé qui a 39 sur 100, et bah il aura toujours 39 sur 100, qu'il le veuille ou non, le jambon, la notation du jambon ne changera pas, juste la raison sera cachée, en tout cas jusqu'à ce qu'on ait le résultat du procès en appel de Yuka. Nous terminons ces actualités principales avec un sujet beaucoup plus cool, voilà, on se détend. Valve qui dévoile le Steam Deck, une console portable aux caractéristiques renversantes. Attendue depuis quelques semaines maintenant, la console portable de Valve est officielle. Le géant du jeu vidéo a discrètement dévoilé le 15 juillet 2021 le Steam Deck, une console portable capable de faire tourner tous les jeux disponibles sur Steam. Bien tous les jeux, hein. Donc ça va du petit, Undertale avec effet pixel et le dernier Cyberpunk qui rame sur la PS4, on est d'accord. L'appareil aborde un look similaire à la Nintendo Switch avec un grand écran de 7 pouces encadré par 2 joysticks, une croix directionnelle et quelques boutons. Mais selon Valve, sa console offre une puissance bien supérieure à celle de la console de Nintendo et un catalogue de jeux extrêmement touffu puisque tous les titres disponibles sur Steam, la boutique en ligne de l'entreprise, sont aussi disponibles sur Steam Deck.
L'accessoire est en fait un ordinateur construit par Valve dans le seul et unique but de jouer à des jeux Steam en mobilité. Caractéristiques techniques, un écran IPS de 7 pouces qui n'est pas à 7 pouces qui n'est pas 1080p apparemment, donc forcément qui est légèrement au-dessus de 720p, donc forcément ça va bien alléger le poids sur les composants, le fait que ça ne se tourne qu'en 720p, 7 pouces qui est la même taille que l'écran de la Switch OLED. Un processeur AMD Zen 2 cadencé de 2,4 à 3,5 GHz, une carte graphique AMD aussi parce que AMD c'est moins cher, 16 Go de RAM, 64, 256 voire 512 gigaoctets de stockage, une batterie de 40 Wh, c'est-à-dire 2 à 8 heures d'autonomie, ce qui est extrêmement maigre. 8 heures d'autonomie max, autant c'est pas énorme, autant 2 heures d'autonomie minimum, c'est vraiment minable. Et un port USB pour la charge. La console n'arrive pas avec Windows comme on aurait pu s'y attendre, mais avec l'OS maison de Valve, un Steam OS 3.0 basé sur Linux, cool. Prix et disponibilité, le Steam Deck sera officiellement disponible dans le commerce à partir de décembre 2021. L'appareil coûtera 419 € dans sa version de base, 549 pour une version 256 Go et 679 € pour la version 512 Go. Les plus pressés pourront réserver un exemplaire à partir du vendredi 16 juillet 19h heure française. Ce qui n'est pas dit aussi dans cet article parce qu'il y a énormément, forcément beaucoup d'articles différents qui ont été réalisés par différents journaux en ligne. Et ce qu'ils évoquaient aussi, c'est le fait qu'on puisse apparemment installer un Windows 10 sur cette console. Alors sans doute en bidouillant, mais dans tous les cas, l'installation d'un Windows 10 donne accès, si je ne me trompe pas, à tous les jeux Xbox avec le Game Pass, ce qui offre une bibliothèque d'autant plus grande qui est à portée de cette console. Nous terminons ces articles d'aujourd'hui avec des sujets beaucoup plus posés, beaucoup plus fun avec celui-ci dans l'espace, un dîner français pour fêter le 14 juillet à bord de l'ISS. Depuis l'espace, l'astronaute Thomas Pesquet a fêté le 14 juillet avec ses collègues à bord de l'ISS. Thomas Pesquet avait préparé une surprise à ses collègues américains, russes et japonais pour fêter comme il se doit la fête nationale française. Il a partagé plusieurs photos de sa journée qui sont bien sûr retrouvable sur son compte Twitter. Thomas Pesquet n'a pas révélé le contenu exact du menu français préparé à bord de l'ISS, mais on peut tout de même voir sur la photo qu'il était composé d'une entrée, d'un plat de résistance, de fromage et d'un dessert. Un dîner tout à fait classique, mais que les astronautes étrangers n'ont probablement pas l'habitude de déguster. Quelques plats proposés étaient par exemple des coquillettes au foie gras et au bœuf, ou encore du saumon au citron confit, et même du bœuf bourguignon. Voilà Thomas Pesquet qui est un astronaute bien évidemment, mais non moins français, et qui se fait bien évidemment plaisir aussi bien sur Terre que dans l'espace. Et en dernier article, aujourd'hui, il termine Super Mario Bros en 12 minutes, les yeux bandés, c'est le record du monde. La vidéo est disponible dans cet article si vous voulez la retrouver, et je le répète, tous les articles que j'évoque ici sont tous disponibles en description si vous voulez aller approfondir les sujets. La vidéo est très impressionnante, il y a encore, honnêtement, il y a encore moyen d'optimiser, hein, vraiment, mais c'est ultra impressionnant ce qu'il a fait et félicitations à lui tout simplement. Et c'est sur ce petit article beaucoup plus rafraîchissant, on va dire, que se termine cette revue de presse de cette semaine. Sur ce, moi je vous dis à lundi pour une nouvelle revue de presse. Salut!